Ok, je vous propose qu'on arrête ici cette table ronde et qu'on passe à la table ronde suivante qui est sur handicap invisible. Et comment est s'organiser Julie? Dites-nous d'où. Salma nous fait une présentation et après chacun réagit. Voilà. Et donc vous faites une présentation que vous avez. Vous m'entendez bien? Donc, rebonjour à tous. Je suis Selma Zrevil, psychologue clinicienne au centre de référence Marfan et à la filière Fava Multi. Je vais vous parler de l'handicap invisible et surtout de ses conséquences sur la qualité de vie. On va commencer par la définition du handicap en général, qui est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales et physiques. L'individu est donc confronté à une incapacité, à une limite. Nous sommes tous sensibilisés au handicap quand ceux-ci sont apparents, mais certaines personnes souffrent d'un autre type d'handicap, notamment le handicap invisible, qui est défini par le fait qu'il ne soit pas apparent. La personne peut avoir des difficultés d'interaction avec son entourage sans que ce dernier puisse comprendre qu'il s'agit d'un handicap. D'une part parce que c'est un handicap difficile à vivre au quotidien et d'autre part parce qu'il n'est pas reconnu comme tel par les autres. Donc, la personne souffrant d'handicap invisible n'est pas perçue comme souffrant d'une déficience par son entourage, ce qui peut l'isoler au quotidien et provoquer chez elle une souffrance psychologique. Nombreuses sont les personnes concernées qui doivent faire face à des situations injustes ou à des remarques déplacées. Nous prenons l'exemple du syndrome de Marfan, qui présente une grande diversité de manifestations et peut notamment provoquer des troubles cardiaques, des troubles neurologiques, pulmonaires qui sont non visibles au quotidien. Et aussi l'exemple du syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire qui se caractérise par des douleurs chroniques, une fatigabilité qui reste importante et des complications vasculaires, obstétriques, digestives et cardiaques qui sont aussi non visibles. Donc, cet handicap invisible se traduit aussi par la douleur. La douleur qui est cette expérience subjective qui varie d'une personne à l'autre. La manière de vivre la douleur est également variable. Il est donc important de faire la distinction entre la douleur, qui est une expérience sensorielle, et la souffrance qui dépend de l'interprétation que la personne fait de sa propre douleur et la réponse émotionnelle qu'elle va lui donner. Ainsi, la façon dont la personne parle de sa douleur dépend de son histoire de vie, de ses croyances, de son lien affectif, de ses perceptions et de son expérience passée, et surtout des significations individuelles, familiales, sociales, culturelles données à la douleur. Lorsqu'elle est omniprésente, la douleur peut devenir obsédante et couper celui qui souffre des autres, de ses relations amicales et ses relations familiales. Dans le monde professionnel, le handicap invisible et la douleur qui en découle peuvent mettre à l'écart le sujet, le limitant dans ses activités et ses tâches, ou exigeant d'importants efforts pour faire abstraction de cette douleur. À cela s'ajoute parfois un dialogue difficile avec l'employeur et les collègues, surtout lorsqu'il est nécessaire d'alléger la charge de travail ou d'aménager le poste. Le sujet se retrouve confronté à des incompréhensions quant à son handicap qui n'est pas visible. Ces limitations dans la vie quotidienne sont souvent source de frustration et laissent place à l'émergence de sentiments douloureux comme la culpabilité de ne pas pouvoir faire comme l'autre et de ne pas avoir un corps entre guillemets classique comme l'autre. Les handicaps invisibles peuvent provoquer un repli sur soi et ne permettent pas à la personne d'être aussi disponible qu'elle le souhaiterait. Il est nécessaire d'adapter son quotidien et de changer sa façon de faire. C'est alors l'organisation du couple ou bien de la famille qui change, les rôles et les tâches sont redistribués et l'équilibre est bouleversé. Souvent s'ajoute à ceci une souffrance morale liée à la culpabilité ressentie face à ces changements. Donc, les handicaps invisibles. Le handicap invisible a des répercussions sur le psychique, sur les comportements et sur les émotions. Car quand la douleur corporelle s'installe,
Elle perturbe la qualité et le temps de sommeil. Et lorsque le sommeil n'est pas réparateur, ce sont les vieilles angoisses qui ressurgissent. L'anxiété augmente aussi et s'accompagne parfois de l'inquiétude qu'une dégradation pourrait être en train de se produire et que l'avenir devient incertain. La tristesse, le désespoir peuvent aussi s'installer et l'attention, la concentration peut aussi diminuer. Donc ainsi, la vie sociale se réduit progressivement. On retrouve aussi l'isolement qui s'installe car l'autre ne sait pas ce que l'on vit. Le handicap ne reste pas visible et même en mettant des mots dessus, les personnes ont souvent tendance à minimiser, banaliser ou ne pas comprendre. Le handicap invisible est marqué de changements et de pertes. Perte de ses capacités et de son autonomie, avec le sentiment de trahison du corps, pouvant provoquer une crise identitaire qui induit une souffrance psychique et un bouleversement émotionnel en lien avec le changement dans la relation à l'autre et aussi dans le changement du regard de l'autre. On souligne aussi l'émergence de l'angoisse du devenir, où il devient difficile pour la personne de se projeter vers l'avenir et à l'investir. La personne se retrouve confrontée à être dans l'ici et maintenant. Cependant, l'expérience de la perte peut être à la source de l'émergence de la dépression. On passe à la prise en charge psychologique. Donc, la rencontre avec le psychologue passe par la parole. Elle se centre sur le récit de l'expérience subjective de la personne qui souffre. Elle permet de sortir de l'isolement, de rompre le cercle vicieux de la douleur et de la souffrance, et de travailler sur les angoisses. Il s'agit de soutenir la personne qui a mal en lui proposant de se créer, d'acquérir des outils qui lui permettront de s'adapter à cet handicap qui reste invisible, et modifier le rapport que la personne entretient avec sa douleur afin qu'il devienne acteur de sa propre santé. Cette démarche psychologique permet de remettre la personne en tant qu'individu unique et particulier au centre de sa vie. Elle lui permet de trouver une forme d'épanouissement au travers de la création d'un lien de confiance. Elle entend permettre à la personne de trouver un espace où il devient possible de faire le récit de ce qui a été vécu et de le partager. C'est un espace qui a pour but de redonner à la personne toute sa dimension et de ne pas le réduire à l'unique question de son handicap invisible ou du syndrome dont elle est porteuse. Donc, la filière Fava Multi a initié la création d'un logo handicap invisible. On n'est toujours pas à sa labellisation, si j'ai bien compris, mais on est dessus pour pouvoir le publier et qu'il soit démocratisé sur tous les autres centres. Et comme on vous l'a dit précédemment, vous pouvez nous contacter sur la boîte mail Psyfava Multi ou sur le numéro de téléphone que vous avez tous sur les flyers qu'on vous a déjà distribués. Et on va finir avec le fait que très souvent les handicaps invisibles sont incompris, minimisés et niés. Les remarques comme « tu pourrais faire un effort » ou « c'est dans ta tête » reviennent très souvent. Pourtant, cet handicap est bien réel et peut avoir de grosses répercussions sur la qualité de vie de la personne. Donc, selon vous, que pouvons-nous faire pour sensibiliser la population générale et les proches aux handicaps invisibles? Avez-vous des réponses, des pistes, des réactions? C'est vraiment une question ouverte. On s'est posé la question ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour… Est-ce que vous pouvez revenir une diapo en arrière? Oui. Voilà, celle-là. Juste pour lancer l'affaire. Donc, on avait déjà réfléchi à cette histoire d'handicap invisible. En fait, ça a été arrivé une fois où la première fois qu'on avait fait le Tour de France, où on était à Lyon pour le rendu Osler et où on avait parlé du handicap invisible, à savoir que les gens étaient handicapés dans leur vie par quelque chose qui ne se voyait pas. Et donc après, ça s'est développé et on s'est rendu compte qu'effectivement, nous autres qui ne sommes pas psychologues, c'était quelque chose qui avait une importance grande et qu'on ne traitait pas. Et donc, on s'était dit qu'une façon de faire, c'est d'avoir un logo qu'on sortirait ou qu'on ne sortirait pas en fonction du fait qu'on avait envie ou pas envie de faire savoir qu'on avait un handicap. Et ce logo, après concertation auprès de réseaux sociaux, je crois qu'on avait fait appel à réseaux sociaux, c'était Margot qui s'était occupée de ça, on était arrivé à ce logo-là
Et donc, on avait ensuite, et c'est à ça que vous faisiez allusion, essayé de faire une démarche pour le faire reconnaître par le ministère comme étant quelque chose d'officiel. Et là, je dois dire qu'on est bloqué. Mais bon, je ne sais pas très bien ce qu'on voudrait faire reconnaître non plus. Je ne sais pas très bien. Voilà, tout ça est un peu compliqué. Mais donc, là où nous, on en était arrivé, remettez votre diapo de conclusion, c'était pour sensibiliser la population générale et les proches au handicap invisible, c'était là d'avoir un logo qu'on pouvait sortir ou pas en fonction de. Alors, on va demander à quelqu'un qui ne l'a pas fait de l'expliquer. Donc, c'est une personne donc, qui a un handicap invisible et donc son reflet, c'est le logo de l'handicap. Donc, on ne le voit pas, mais c'est une personne qui souffre d'un handicap. Voilà. Debout, son comportement est normal, mais en fait, son ombre témoigne de son handicap. Alors, ça avait été fait par des patients sur Internet, et puis après, ça avait été testé avec d'autres idées, et puis ça avait été redessiné derrière, et ça avait été revalidé, etc., etc. Un micro devant, là, pour... On l'a publié sur les réseaux, vous vous en souvenez? Oui, on l'avait publié. Mais donc, voilà, il y en a un deuxième. Vas-y, c'est ça. Oui, alors vous pouvez remettre la diapo sur la question, parce que du coup j'ai oublié. Voilà, ce que je voulais mentionner, c'est peut-être dans les associations patients, de faire remonter que, enfin je pense, je parle en tout cas pour moi, mais je pense que c'est partagé quand même par beaucoup de médecins qui prennent en charge les pathologies, c'est qu'on n'est pas fermé à l'idée de pouvoir contacter les structures ou les services, enfin les personnes face auxquelles les patientes et les patients ont finalement un problème de reconnaissance du handicap. Je dis ça par exemple avec le médecin du travail qui est venu intervenir tout à l'heure. Donc vous avez bien compris qu'on avait une patiente en commun que je suis et qui me parle de ses difficultés finalement vis-à-vis de son employeur, etc. Et spontanément, elle n'osait absolument pas, ou elle n'imaginait même pas qu'on puisse, le médecin du travail et moi, communiquer par téléphone. C'est-à-dire que je pense que dans la reconnaissance du handicap, il y a aussi l'invisible, c'est-à-dire que le fait qu'il y a une incompréhension autour de l'entourage, ça passe aussi parfois par le fait que le médecin qui suit, le spécialiste finalement, prenne contact directement, explique, ou qu'en tout cas l'entourage, ou je ne sais pas, ça peut être le lieu de travail, l'enseignant pour les enfants, l'école, et directement celui qui connaît la pathologie et qui peut du coup expliquer, apporter les éclairages. Et là, en l'occurrence, alors c'est un exemple très précis, donc ça veut dire que ce n'est pas du tout généralisable, mais là, en l'occurrence, ça a peut-être pas débloqué définitivement la situation. Vous avez compris, j'ai appris aujourd'hui que ça n'a pas débloqué, mais en tout cas, moi, d'abord, j'ai compris beaucoup sur ce que c'était que la mise en invalidité et donc les conséquences que ça pouvait avoir. Deux, le médecin du travail a compris en fait qu'il y avait un enjeu par rapport à la pathologie. Trois, elle a aussi compris, parce qu'on a discuté beaucoup, en l'occurrence ça tourne autour du syndrome d'Ehlers dans l'os, que les médecins conseils sont submergés en fait de demandes d'invalidité par des syndromes d'Ehlers dans l'os qui ne sont pas des syndromes d'Ehlers dans l'os vasculaires. Et du coup, en fait, le médecin conseil lui-même, il est dans une position où il a une vision d'une pathologie qu'il ne connaît pas bien. Et donc, j'ai même demandé au médecin du travail si moi je pouvais rentrer directement en contact avec le médecin conseil. En fait, les médecins conseils sont extrêmement protégés, donc ils ne rentrent pas en contact avec les spécialistes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut peut-être passer le message simplement au niveau des patients que de nous solliciter. Alors peut-être qu'il y aura des refus pour certains spécialistes, mais je ne pense pas pour la majorité. Mais je pense qu'on est plutôt là pour aider. Et parfois, on peut décrocher notre téléphone et appeler l'enseignant, par exemple, ou l'employeur s'il faut, tout simplement pour dire si vous voulez qu'on discute de telle patiente qui m'a donné son accord pour que je vous appelle, je suis ouvert au dialogue. Mais selon vous, là, on sera sur du cas par cas. Donc, c'est plutôt répondre aux besoins de chaque patient. C'est ce qu'on peut faire actuellement. D'accord. Parfois, certains osent largement nous solliciter. Totalement.
Merci beaucoup. Ah, il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé. Oui, donc juste une remarque sur le logo. Moi, j'ai testé le logo donc il y a quelques années, quand un peu après qu'il soit sorti, dans un groupe qui connaissait bien les problématiques du handicap, puisque c'était le groupe de travail handicap de la conférence des grandes écoles. Et il est très bien passé. Les gens ont très bien, enfin, il n'y a pas eu besoin de l'expliquer, il est passé tout seul, quoi. Donc voilà. Donc, je pense que c'était un beau logo. Moi, je l'ai utilisé. Enfin, je l'ai mis sur mon ordi quelque temps. Voilà. Donc deuxième point, il s'est passé des choses en fait entre cette première période et aujourd'hui. Il y a eu une relance à un moment entre plusieurs associations. On a eu une réunion avec une autre, qui était menée par une autre filière. Et puis, je ne sais pas, c'est retombé, à l'eau, je n'ai pas bien compris. Donc, Alors, ça, on l'avait fait et après, on l'a partagé avec Cardiogène. Et ensuite, c'est tombé. Ouais, bon. Mais ça peut que remonter, hein, si l'Alliance veut s'emparer de ça, s'il y a une suggestion. Troisième point alors, sur lequel je voudrais mentionner, là, vous avez beaucoup insisté sur le mot douleur qui est venu plein de fois dans l'exposé et ça m'a un peu gêné. Pour moi, un handicap invisible n'a pas forcément grand-chose à voir avec une douleur. Ça peut être des choses très très bêtes, un handicap invisible, hein, ne pas pouvoir sortir de chez soi sans avoir une tache sur la chemise ou sur la cravate parce qu'on saigne du nez. C'est quelque chose qui constitue une restriction de participation à la vie en société. Donc là, je prends la définition de 2005 de la loi sur le handicap. Voilà, donc il ne faut pas trop rentrer dans des choses aussi personnelles et pointues que la douleur. Ça peut être des choses beaucoup plus basiques, hein, le handicap. Voilà, enfin, j'ai pris un cas extrême pour plaisanter un peu, mais voilà. Et après, sur les actions, c'est vrai que les actions au niveau de la filière peuvent je sais pas, se diffuser au niveau des différentes des patients autour de la filière, mais les actions ont besoin d'un cadre beaucoup plus large pour que ça ait un impact pour diffuser quelque chose comme un logo. Effectivement, voilà. Donc après, je sais pas, j'ai pas de. Pour répondre sur la douleur, j'ai pris l'exemple du syndrome de Marfan et d'Ehlers-Danlos et justement, je me basais sur leur douleur. Voilà. C'était sur une suite. Enfin, voilà. C'est à titre d'exemple, c'est pas. Voilà. C'est les Ehlers-Danlos non vasculaires dont on parle. Là. Oui. Non, moins. Mais c'est vrai que la douleur, ça ne concerne pas tout le monde, hein, tu as raison, mais c'est vrai que c'est quand même l'archétype d'un handicap de vie sociale complètement invisible. Et effectivement, tu pourrais faire un effort, les gens qui sont céphalalgiques chroniques. Et donc, je me demandais, enfin, moi, j'y connais rien, mais je me demandais si dans les services d'algologie, les gens qui s'occupent de la douleur chronique, j'imagine qu'ils ont peut-être, je sais pas moi, déjà développé de la réflexion sur, parce que ça, je trouve que nous, on est en lien avec les services d'algologie et on voit les paperboards des séances des patients douloureux chroniques. Et il y a toujours marqué on ne me reconnaît pas, personne ne comprend. On peut mettre la fatigabilité musculaire, tous les gens qui ont syndrome de fatigue chronique, enfin voilà. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des comme le service d'algologie, qui ont dû avoir déjà des réflexions sur comment faire pour améliorer la reconnaissance du handicap invisible au niveau des proches en particulier, parce que c'est souvent aussi ça qui est finalement le plus difficile à admettre. C'est que, enfin moi j'ai l'impression des patients, c'est que bon, le milieu professionnel, etc., c'est une chose, mais ce qui est le plus douloureux, c'est la non-reconnaissance en intrafamilial. Donc, et je pense que les douloureux chroniques ont peut-être quelque chose quand même à apprendre à nous apprendre là-dessus. La dame derrière.
Oui, en fait, ce qui m'avait un petit peu troublée, c'est la notion de handicap invisible appliqué à la douleur dans la maladie chronique. Parce que c'est quelque chose que l'on... enfin, la douleur, elle est... Si je prends par exemple le cas du lymphœdème, où il y a 30 ans, le lymphœdème était par définition indolore. C'était une façon de le différencier des autres causes d'œdème. On est très loin de ça maintenant. Mais c'est vrai que je ne l'avais jamais pensé, alors que c'est quelque chose que je prends en compte. C'est quelque chose que quand on a les patients en consultation, on est amené à prendre en compte dans le suivi. Ça va être plus aigu à certains moments. On va de temps en temps proposer aux patients, y compris de rencontrer la famille, quand c'est des enfants. Voilà, on met en place quelque chose pour ouvrir. Mais c'est vrai que la douleur en tant que telle, la classer dans le handicap invisible, je n'étais pas allée jusque-là. Parce que pour moi, elle fait partie des signes fonctionnels d'accompagnement avec un retentissement psychique. Je ne l'avais pas intégré comme un handicap supplémentaire. Mais vous ne trouvez pas que la douleur, des fois, peut être handicapante? Ah bah Donc, elle absolument, fait partie absolument. de l'handicap qui Mais reste invisible? oui, bien sûr. Mais Alors, est-ce que en tu as faire changé une... d'avis vous m'avez troublée. D'accord, intéressant. derrière? Oui, alors moi, je voulais poser la question de savoir si ce logo, il est reconnu. Est-ce qu'il est possible pour vous de travailler avec les services compétents pour faire modifier ce logo sur la carte priorité handicap? Non, oui, alors ça, c'est une autre question. C'est est-ce que un handicap invisible donne accès à une priorité? C'est une autre question qui n'est pas celle que nous, on a abordée. Nous, celle qu'on avait abordée, c'était le handicap invisible. Y a-t-il un moyen de le gérer pour en limiter les conséquences pour la personne? Mais ce n'était pas pour le mettre en priorité. Non, mais moi, c'est une question que je pose. Est-ce que il est possible pour vous de faire valoir ce nouveau logo et de le faire apposer sur cette... Mais dans quel but? Parce qu'en fait, quand on montre la carte, les gens, ils nous disent, mais non, vous n'êtes pas en fauteuil roulant, donc vous n'avez pas d'handicap. Ah non, mais ça, c'est... Oui. Alors, OK. Donc, en fait, votre question, c'est... En fait, c'est pour faire reconnaître le handicap invisible. Oui, OK, d'accord. C'est le handicap reconnu n'est pas forcément visible simplement, et vous voudriez que cette carte aide à le reconnaître, c'est ça? Voilà. Parce que quand on montre la carte, on nous regarde, on nous dit, mais vous n'avez pas d'handicap. Oui, mais parce que vous n'êtes pas en fauteuil roulant. Non, mais la carte de priorité est délivrée pour énormément d'invalidités invisibles, donc de handicap invisible. Oui, mais c'est le logo dont. Oui, mais sur la carte de priorité, il y a ce logo de toute façon. Il y a le logo d'invalidité qui apparaît déjà, même que vous ayez un fauteuil roulant ou pas. Quel serait l'intérêt de changer, de diminuer ça serait moins connu, donc à la limite, ça serait délétère comme effet. Là, l'idée, c'est de proposer quelque chose de plus. Oui, pour faire reconnaître ce handicap invisible, en fait. Oui, mais déjà le faire connaître, avant de le faire reconnaître, c'est de le montrer. D'être capable de dire, voilà, de le montrer. Quand on montre ça, oui, de le montrer, voilà. Quand on a déjà une carte de handicap, bien compris. On montre déjà qu'on a un handicap. Alors, si on voit qu'il n'y a pas de handicap, on en déduit que le handicap est invisible. Mais là, c'est plus pour des gens qui n'ont pas de handicap reconnu et qui seraient, qui seraient susceptibles de montrer qu'ils ont une limitation qu'on n'imagine pas. Moi, je ne vous ai pas entendu, monsieur. Je suis désolé. On avait essayé, nous, de le faire reconnaître, de dire que ça existait et de le montrer aux institutions, au ministère. Et pour le moment, il ne s'est rien passé. On avait essayé 2 fois, en passant par le ministère de la Santé et la cellule maladie rare. Ah oui, c'était ma question. C'était la question que je posais. Merci pour la réponse. Et ça n'a pas été couronné de succès. Ah d'accord, merci. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Il y a d'autres façons de faire. Peut-être que ce n'est pas la bonne façon de l'utiliser. Et donc l'autre façon, c'est il est sur un site internet, il est téléchargeable et imprimable, et rien n'empêche de le montrer. Et alors peut-être que tout le monde ne le comprend pas spontanément, mais quand même, on a l'impression que ça fait passer un message quand même que voilà. C'est peut-être une autre façon de l'utiliser, je ne sais pas. Isabelle se veut exceptionnelle. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Il est téléchargeable sur la rubrique handicap invisible.
fois, il y a quelque chose qui me trouble, c'est que finalement, il peut être présent, associé à un handicap visible ou pas. Oui, C'est bien ça, sûr. c'est cette Bien association sûr. supplémentaire qui me... D'autres personnes veulent intervenir? Merci à vous pour votre attention. Est-ce qu'on sait s'il a été téléchargé beaucoup? Vous l'avez téléchargé? Mais après, voilà quoi.